Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous avons installé notre plateau dans les allées du Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la troisième année consécutive, ce Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Cet après-midi, nous allons nous intéresser à la ville, à l'urbanisme et au lien entre le patrimoine et la ville. Je reçois deux invités. À ma gauche, Judicaël de la Soudière-Nillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine, vice-président de l'Association des architectes du patrimoine, mais aussi architecte associé de l'agence Nasca Architecte. Exactement. À vos côtés, monsieur Richard Strambio, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Draguignan et la ville est membre de Sites et Cités Remarquables. Absolument. Vous êtes également président de Grassény Province Verdun Agglomération et membre également de la CRPA, la Commission régionale Patrimoine Architecture. Exact. Deux interlocuteurs privilégiés donc pour parler de la politique de la ville, comment lutter contre l'étalement urbain, la périurbanisation, tous ces enjeux actuels. Mais peut-être déjà pour commencer notre discussion, rappeler quel est le lien entre le patrimoine et la ville, parce qu'on imagine bien que nos villes françaises ont de nombreux monuments historiques. Mais voilà, comment réhabiliter ces édifices en les considérant dans leur environnement urbain ? Alors, je vous en prie, place à l'élu d'abord, avant l'architecte. Monsieur le vice-président, monsieur l'architecte, je vous remercie. Une ville raconte une histoire, un monument aussi. Le patrimoine urbain, c'est pour moi ce qui continue l'humain. Parce que les raisons historiques ont fait qu'une ville s'est constituée. Une ville raconte une histoire et un monument aussi. Un monument peut devenir le symbole, et les trois quarts du temps c'est le cas, d'une ville. Il faut que ce monument soit le mythe qui renvoie à l'inconscient collectif de la ville. Voilà pourquoi il convient de le préserver, parce que ce message ne s'est pas construit comme ça ex nihilo. Tous les monuments racontent une histoire, et notre patrimoine bâti ne fait que continuer le patrimoine humain. Un patrimoine en bon état, c'est une humanité en bon état. Alors je souscris complètement, effectivement, le patrimoine raconte une histoire et à travers ça, je vois deux choses. Il raconte une histoire anthropologique, une histoire humaine. Le patrimoine, c'est vraiment de l'humain, on voit l'humain et l'histoire de l'humanité en fait à travers une ville, notamment par exemple je pense à la ville de Lyon qui a été récemment, il y a un petit peu moins de 10 ans, classée UNESCO, inscrite UNESCO, parce qu'elle résume l'histoire de France. Elle-même, effectivement, une ville est le reflet de l'humain, et c'est le reflet aussi du territoire au sens géographique, au sens topographique, je dirais même au sens minéral du terme, et au sens végétal également. Je pense également aussi, par exemple, à la faune et flore, même aux animaux également. Le patrimoine, c'est le reflet en fait de toute cette culture. Alors on va dire, c'est pas un terroir, mais c'est plus que ça. C'est vraiment de ce territoire et donc de cette géographie. J'aime bien le terme de géographie. Je le partage absolument. La géographie, c'est ce qui manque le plus à nos concitoyens. Ça, c'est indéniable. On travaille maintenant en dehors de toute considération géographique, géomorphologique. Et on le voit avec des problèmes de ressources en eau qui sont criardes partout sur notre territoire. Alors encore plus dans le sud, que ce soit le sud-est ou le sud-ouest. Mais là, il y a vraiment problématique parce que on a laissé filer, on a laissé aller notre histoire. C'est intéressant parce qu'on a un double point de vue, maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Donc on sent que vous maîtrisez tous les deux votre sujet, on a un double regard. Peut-être pour comprendre un petit peu la politique de la ville aujourd'hui, on peut évoquer les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour justement gérer le patrimoine et le mettre en valeur, participer au dynamisme des villes. Oui. Il faut travailler main dans la main avec les architectes, les architectes des bâtiments de France, et émettre un diagnostic. Ce diagnostic, il est un diagnostic du bâti, et c'est un diagnostic qui fait référence à l'humain. Qu'a-t-on dans ces cœurs de ville comme population ? Puisqu'on a assisté à des paupérisations terribles dans les cœurs de ville, au profit des périphéries. On a un petit peu construit n'importe comment en périphérie, en même temps parfois sans tenir compte des risques majeurs.
On l'a vu ces dernières années de façon tragique. Et il est impératif que le lien soit établi et ce soit un lien de présentation, de confiance qui doit être primordial. Oui, bien sûr, Pierre. Alors surtout, dans nos métiers réciproques, le vôtre, le mien, on a un travail, on a c'est même un plaisir, un travail transversal entre toutes les couches professionnelles, tous les différents acteurs, donc acteurs politiques, les investisseurs, donc tous les praticiens, architectes, entreprises, bureaux d'études. On travaille tous ensemble là-dessus. Alors, Oriane, vous parlez en fait des outils. Vous avez parlé des outils. Donc, les outils sont assez diversifiés en France, voire même très diversifiés. Attention à bien les adapter, parce qu'il y a des villes pour lesquelles, très clairement, je pense par exemple au cas d'un SPR, d'un PSMV, secteur sauvegardé, attention aux acronymes, ça peut être très adapté. Mais après, pour d'autres villes, c'est pas toujours très adapté. Donc il y a l'adaptation de l'outil par rapport à la ville et après son usage. Donc après, attention, quand on fait un très bel outil, il faut savoir l'utiliser par derrière, après coup. Donc c'est le coût c'est plus que du service après-vente, hein. C'est vraiment de l'entretien. Et avoir un très bel outil et mal s'en servir derrière, c'est catastrophique, c'est même presque contre-productif. Donc attention aux outils, il faut les adapter, il ne faut pas forcément les systématiser. Donc moi je suis contre la systématisation à outrance, de dire il faut absolument régulariser sur toutes les villes, à partir du moment où il y a un peu de patrimoine, mettre de ZPPIP partout, maintenant AVAP ou SPR. C'est pas forcément comme ça qu'il faut le réfléchir, il faut l'adapter évidemment à la typologie de la ville. Et encore une fois, il y a la question du territoire, de son patrimoine, de ses monuments, mais de son patrimoine au sens vraiment général du terme, et aussi de l'humain. S'il n'y a pas les équipes humaines pour gérer ces outils, les mettre en place, c'est pas, on peut en parler, c'est bien, on peut en parler, mais il faut s'adapter. Oui, une adaptation et une acceptabilité par la population dans les quartiers commerçants, dans tout ce qu'on peut trouver comme impact. Et l'imaginaire actuellement, l'imaginaire de nos populations parfois est un peu, je vais dire, débordant. Et l'application des réseaux, on n'a que des prix Nobel d'architecture, de politique, de santé. Moi, je vois que ça en ce moment, alors c'est un petit clin d'œil. Mais l'acceptabilité est importante, y compris dans les équipes municipales. Le projet des espaces protégés, quels qu'ils soient, doit être accepté par la population et nous devons faire ensemble de la pédagogie pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas l'application d'une volonté qui vient de n'importe où, mais en fait quelque chose de réfléchi socialement et architecturalement. Dans la même idée, dans la gamme des outils, tout ce qui est labellisation, processus de patrimonialisation, comment est-ce que vous le ressentez sur la politique de la ville ? Alors, le sujet de labellisation est très intéressant. En fait, j'ai fait plusieurs dossiers de labellisation, notamment en ex-région Picardie, maintenant en Hauts-de-France. C'est très intéressant parce qu'il y a... alors, attention aux termes. Un souhait d'une communication, mais c'est plus que ça, c'est un souhait de connaissance. C'est-à-dire que le patrimoine, alors au sens vraiment large du terme, il est très aimé parfois, il est choyé, il est divinisé, très bien, il est musifié même. Alors ça, c'est quelque chose on pourra peut-être en parler après, mais le patrimoine doit vivre et aussi parfois, il n'est pas toujours apprécié, le patrimoine. Il n'est même pas forcément reconnu. Et donc la question de la labellisation, c'est un travail de reconnaissance de certains bâtiments qui sont mal aimés, je dirais même méprisés. Alors le 19e siècle a été assez méprisé jusque dans les années 60, 70, 80. Il y a eu un gros travail à la fin du 20e siècle pour apprécier le siècle d'avant. Et là, on est en train, au début du 21e siècle, on prend heureusement, on réagit un peu plus rapidement, je trouve, c'est tout à fait honorable. On est en train de comprendre ce patrimoine du 20e siècle, du siècle dernier. Il est vraiment pas bien aimé dans beaucoup de villes, notamment des villes du Nord qui ont subi la guerre, avec des grosses reconstructions suite à la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a ce travail en fait, de reconnaissance, comment ça a été construit, quels matériaux, pourquoi ça a été fait. Ça a été fait assez rapidement parce qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas, qui étaient simplement juste pas logés, qui étaient dehors, ils vivaient pendant plusieurs années dans des taudis pas possibles suite justement aux épisodes de guerre. Donc voilà, il y a tout un contexte, une histoire pour commencer. Il y a des techniques qui ont été inventées, des plans qui ont été mis en œuvre.
tout n'est pas du tout bon à mettre à la poubelle, bien au contraire. Il y a de très très belles réalisations qu'il faut vraiment amener à la reconnaissance. Et c'est par ce travail de reconnaissance, donc la labellisation patrimoine XXe siècle, ce n'est pas une protection monument historique sur un plan juridique, en fait c'est beaucoup plus souple. Et donc par cette reconnaissance, tout d'un coup, il y a une réappropriation. Il y a un amour, en quelque sorte, petit à petit. Alors évidemment, on commence un peu par les grands chefs-d'œuvre. Alors ici, il y a une photo. Là, j'avais préparé une photographie d'un bâtiment de Mallet Stevens. Donc ça, c'est plus facile. Par contre, il y a aussi des bâtiments qui sont moins faciles à découvrir, enfin à aimer. Par exemple, les centres anciens, parce qu'on l'a labellisé, mais le centre-ville de Beauvais, la ville de Beauvais, la ville d'Amiens. Donc il y a des villes qui labellisent leurs centres anciens complètement reconstruits après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est arrivé tout simplement à ce que les habitants, mais pas que les habitants, aussi le rayonnement départemental, régional, même national, soit suffisamment bon pour que les habitants ne se sentent pas mal aimés et habiter une ville en béton, alors que ce n'est pas toujours d'ailleurs en béton d'ailleurs, c'est parfois une caricature, et injustement caricaturée. C'est intéressant parce que tous les deux, vous parlez beaucoup de la population, de cette acceptation de la population du processus patrimonial, mais aussi de le faire connaître. En fait, il faut absolument que finalement les gens se réemparent et réapprennent à aimer leur cadre de vie, parce que c'est vers cela après aussi qu'on tend. Oui, il faut expliquer pourquoi ça s'est fait, les raisons historiques, les raisons sociologiques, les raisons du moment. Pourquoi au Moyen-Âge, on est tout à coup venu se fortifier autour du castrum. Et puis ensuite, on a recommencé un petit peu à s'étaler. Et puis ensuite, cette espèce de grande pulsation qui va vers l'extérieur, qui revient, qui repart. Et cette architecture et la signature, les architectures sont des signatures d'époque fonctionnalité. L'architecture d'après-guerre est tout à fait caractéristique. Il fallait reconstruire le pays. Il n'y a pas de doute, avec les commodités, avec les accessibilités. On parle maintenant, dans un immeuble, on parle d'accessibilité, d'ascenseur, de parking. Ça a été long à acquérir et puis il fallait faire vite. Donc la nécessité du moment, le monument ou le bâtiment raconte cette histoire. Il faut savoir pourquoi ça a été fait là, pourquoi, comment, et c'est se réapproprier son histoire. Et là, on arrive à beaucoup de choses intéressantes. Sur les enjeux majeurs de la ville aujourd'hui, on pense au problème d'étalement urbain, d'artificialisation des sols, de centres-villes qui se meurent. En quoi est-ce que le patrimoine aujourd'hui, ça peut être un levier et une réponse pour contrer tous ces phénomènes négatifs ? Mon interlocuteur là à côté l'a déjà dit, il y a des raisons géographiques imminentes. L'eau, la ressource en eau. Alors déjà, savoir qu'est-ce qu'on peut absorber comme population par rapport à ce qu'on a comme réserve en eau. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va retraiter l'eau ? L'invention de nos architectes pour récupérer les eaux de pluie, quelque chose qui datait déjà à l'époque romaine, les impluvium existaient déjà. Le grand défi de pouvoir faire de la réhabilitation. Moi, je cherche désespérément des tuiles canales, des tuiles plates pour faire de l'imitation de nos toitures. Vous vous rendez compte l'économie thermique qu'on pourrait faire dans notre sud, sauf que si vous mettez des grands panneaux noirs, c'est rédhibitoire pour le patrimoine. Donc il y a toute une réflexion, réhabiliter les cœurs de ville évidemment, avec les nouvelles donnes climatiques, les nouvelles donnes sociologiques. Nos architectes ont du boulot et nos politiques aussi, mais il faut qu'on travaille ensemble pour que le résultat soit acceptable pour tout le monde. On parle d'artificialisation des sols, c'est le gros sujet en effet. C'est vrai que là nous sommes arrivés en Europe dans nos villes médiévales, dans nos villes anciennes et dans nos territoires un peu là un maximum. Donc on comprend qu'il faut arrêter. Il y a la conscience, en fait, cette conscience, elle arrive peu à peu. Donc c'est une remise en question de notre mode de vie. Qui doit arriver, qui arrive déjà, mais vraiment encore de façon assez limitée. Je pense par exemple au film, on est encore dans nos têtes, je trouve, pas mal sur l'American Dream. Voilà, chacun sa petite piscine, son petit pavillon, sa petite auto, sa petite entrée, son petit portail, chacun son petit jardin. Donc cette société
individuelle, d'individualiste. Elle doit penser davantage collectif, elle doit penser davantage... Alors, URBS, vous en parliez tout à l'heure, voilà, vivre ensemble. On doit arrêter, je pense, avec l'individualisme. Il y a des limites. Et je pense que là, on a franchi les limites depuis trop longtemps. Donc, le modèle, le paradigme est à bout de souffle. Il faut absolument que nous parvenions à trouver du plaisir, à retrouver, à vivre de façon plus collective. Alors, quand on dit collectif, on dit logement collectif. Il y a malheureusement toujours un petit peu de choses péjoratives, d'images péjoratives qui viennent derrière. Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de plaisir aussi à habiter ensemble. Alors, d'ailleurs, la preuve dans des grandes villes comme Paris, Londres ou dans des villes quand même assez denses, surtout à Paris, finalement, l'air de rien, on a du plaisir à vivre ensemble quand même. Donc il y a cette question d'attractivité autour de la ville qu'il faut recomprendre, re-réfléchir de façon à arrêter avec ces étendues pavillonnaires, par exemple, même si, encore une fois, je ne mets pas le modèle pavillonnaire totalement à la poubelle. Il y a à boire et à manger, mais il faut qu'on limite cette étendue sur le paysage. On appelle ça donc le mitage, le phénomène de mitage qui détruit les paysages. On a tellement besoin du paysage, l'homme a tellement besoin... Alors, excusez-moi, quand on parle du fameux ZAN, les zones d'artificialisation des sols, en fait, c'est surtout qu'on se déconnecte du sol, on se déconnecte de notre territoire, on se déconnecte en fait de la nature. Et ça, l'homme, au bout d'un moment, il a quand même vraiment besoin de nature par définition. Donc, ce bétonnage du sol, même si le terme n'est pas forcément bien approprié, mais cette artificialisation des sols, c'est vraiment ça. Stop, terminé. On veut retrouver ce rapport avec l'eau, avec le paysage, l'arbre, tout simplement. C'est absolument indispensable. Oui, et parfaitement, j'abonde totalement, et en même temps, la désertification de nos campagnes, de nos structures agricoles, le grand remplacement de nos agriculteurs par pas grand-chose finalement, avec l'agriculture intensive qui a laissé les petits agriculteurs sur le bord du chemin. Il a fallu, en même temps, il y a eu un enjeu considérable, on le voit sur la côte varoise. Par exemple, ces zones qui ont été anthropisées de façon excessive, mais dans l'arrière-pays de la même façon, on a perdu des zones agricoles, des zones forestières au profit de végétation parfois de deuxième qualité par rapport aux chênes, par rapport aux chênes lièges, aux chênes verts, etc., etc. Donc il faut se réapproprier tout ça lentement, et c'est peut-être une réflexion sur notre système nerveux, sur notre cerveau de prédateur, qu'il faut aller chercher quelque chose en même temps et refaire, comme disent les sociologues, refaire société. On en a fort besoin de réinventer le mythe du vivre, du bien vivre ensemble, et non pas des particularismes, on agite des drapeaux, des trucs comme ça. Ce ne sont que des morceaux d'étoffe. Et Dieu sait si je suis patriote. Oui, donc le patrimoine a tout à fait sa place dans la ville de demain, telle que sur les le patrimoine est clairement une réponse, en fait. Ça, c'est même plus qu'une réponse. Je trouve que le patrimoine est un réservoir d'idées. Donc, plus on regarde le patrimoine, plus on l'analyse et on rentre dans le vif du sujet. En fait, c'est une profondeur immense. Alors après, il ne faut pas être focalisé que... Alors, quand on dit patrimoine, on pense à comment on faisait avant. Il ne faut pas non plus être focalisé que là-dessus, parce qu'il faut se servir du passé, évidemment, pour mieux construire l'avenir. Mais c'est un tel réservoir d'idées que c'est vraiment un plaisir. Il faut y aller. Oui, moi, je veux faire un clin d'œil à nos amis de Cité Remarquable, que je n'oublie pas, puisque c'est une association magnifique. Et je prends pour exemple, je suis un peu chauvin, vous me pardonnerez, je ne parlerai pas football, mais je vais parler culture. Regardez cette grotte Cosquer, cette réplique de la grotte Cosquer qui nous interroge depuis 30 000 ans avec le changement climatique, avec tout, la faune, la flore, etc. C'est tout à fait remarquable. Et grâce évidemment à l'État, grâce à un délégataire, grâce au président de la région Sud, mais cette volonté de nous mettre en perspective à l'échelle du temps, mais de la longue durée, et pas de l'immédiateté, ni du profit immédiat, mais de s'inscrire dans la durée. Voilà, la politique, c'est ça. Nous ne faisons que passer. Et il faut transmettre le témoin, comme dans une course olympique de 4 fois 100 mètres ou de 4 fois 400 mètres, dans les meilleures conditions.
C'est vrai que c'est courageux pour un élu. Moi, je trouve les mandats de 5 ans, par exemple, c'est pas évident parce qu'une politique, vous parlez de durée, une politique à mettre en place. Déjà, le lancement d'un projet, le moment où le projet est décidé, il arrive, il se construit, il est réceptionné. Ouf, il y a déjà 2 mandats, voire plus parfois. Je trouve que c'est vraiment courageux et voilà, c'est un métier à encourager quand même. Hein, vraiment, il faut arrêter de dénigrer la politique, surtout. Pour moi, alors d'ailleurs, politique, petit précis terminologique, la politique, c'est police. PO2LIS, c'est la ville. Donc, effectivement, réfléchir à la politique, c'est réfléchir la ville et donc le comment vivre ensemble. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Écoutez, merci de nous avoir invités, de m'avoir invité dans cet atrium. Je suis vraiment très heureux d'avoir participé avec monsieur l'architecte à côté à cet échange constructif et à mon avis, j'espère qu'il fera des émules. Merci. Oui, on peut ajouter quelque chose en fait, mais qui va dans le sens de ce qu'on dit ensemble. Il ne faut pas non plus. Alors, il y a patrimoine et il y a l'élite du patrimoine, c'est-à-dire les monuments historiques. Il ne faut pas non plus oublier, et j'en parlais donc tout à l'heure, que le patrimoine et les monuments historiques ne sont pas seulement faits pour être des catalogues de musées. Et donc, l'idée d'habiter et de se resservir du monument historique, de le réutiliser, c'est une notion qu'il ne faut pas jamais perdre de vue. C'est vrai que c'est pas toujours facile, en effet, mais bon, plus l'exercice est aussi, plus le défi est grand, plus il est beau quand il est réussi. Par exemple, alors, il y a les photos donc des fils. Il y a l'exemple en fait d'une grosse réhabilitation que nous avons réalisée à Compiègne. Donc Compiègne, c'est dans l'Oise. Donc c'est un grand monument historique qui est entre l'Oise et le palais, le palais de Compiègne. Et en fait, donc c'est un monument historique. Nous avons fait, ça s'appelle l'école d'état-major Cours des Lots, nous avons réalisé 135 logements autour d'un jardin. Donc encore une fois, la relation avec le végétal, avec le jardin, l'espace, c'est très important, cette notion d'espace et de végétal. On peut aller très loin, mais là, l'idée principale, c'est d'habiter le monument historique. C'est quelque chose de possible. Il ne faut pas en avoir peur. Là, je parle tant pour les élus que pour les entreprises, les investisseurs et aussi les architectes. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà, ça peut se faire. Habiter le monument historique, c'est à la fois donc c'est en plus valorisant pour ceux qui y sont, mais c'est réinscrire le monument historique dans la ville et donc dans la vie, dans la vraie vie qui vit pour de vrai. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Ces tables rondes sont l'occasion de rencontres très stimulantes et vraiment j'en suis ravie. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes celles tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre site internet Atrium ainsi que sur le site de nos partenaires Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Merci et à bientôt.